l'Amérique des années 20, une période de prospérité incroyable qui précède en fait la pire crise économique qu'ait jamais connue l'humanité. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on avait vu précédemment à quel point la Première Guerre mondiale avait contribué à déchirer l'Europe au grand complet et que ces événements extrêmement dramatiques vont en même temps contribuer à asseoir davantage la puissance des États-Unis. Parce que les États-Unis, en fournissant du matériel de guerre et des denrées de toutes sortes, en accordant des prêts à l'ensemble des belligérants, alors les États-Unis vont confirmer de plus en plus leur grande puissance. Et justement, au lendemain de la guerre, face au déclin de l'Europe, les États-Unis confirment qu'ils sont bel et bien la première puissance économique du monde. Par exemple, ils possèdent la moitié du stock d'or mondial, l'or qui est la valeur refuge par excellence. Eh bien, donc, les États-Unis en possèdent la moitié. À présent, donc, ce sont les États-Unis qui sont les créanciers de l'Europe. Alors, toute l'Europe lui doit de l'argent. Wall Street va finir par remplacer la Bourse de Londres comme première place financière. Et d'autre part, après une période de flottement suivant la Première Guerre, parce qu'évidemment, l'Europe, dont l'industrie reprend, diminue ses achats auprès des États-Unis, donc il y aura une période de baisse économique aux États-Unis. Néanmoins, ce n'est que temporaire. À partir de 1922, on assiste aux États-Unis à une forte croissance économique. Alors, l'industrie automobile, par ailleurs, à l'image des usines Ford à Détroit, devient la première industrie américaine. Un Américain sur 5 possède une voiture à cette époque-là. Pour comparer, à la même époque, un Français sur 44 possède une auto. Alors, ça nous montre la disparité véritablement entre les États-Unis et l'ancien monde. D'autre part, au travers de cette prospérité qui se développe, les Américains découvrent le confort à travers le téléphone, la radio, l'électricité et en fait, les États-Unis inventent à cette époque-là la société de consommation. Alors, et il est bon de le souligner, les années 1920 à 1929 correspondent à la domination des républicains, qui sont les tenants du libéralisme économique. Alors donc, on met en veilleuse les lois antitrust pour aider l'économie et par la même occasion, l'industrie tourne à grand régime. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on assiste à une urbanisation croissante de l'Amérique. Alors désormais, à partir de 1920, les villes comptent pour 51% de la population américaine. Et en 1930, on confirme cette avancée. Donc, les villes comptent 56% de la population en 1930. Alors que dans toute l'histoire de l'humanité, la campagne avait toujours constitué la majorité de la population, donc depuis des millénaires, à partir de 1920, aux États-Unis, ce sont les populations des villes qui sont désormais dominantes sur l'échiquier démographique. Et donc, à cette époque-là, on assiste à une expansion économique qui est basée notamment sur les nouvelles énergies, le pétrole et l'électricité. Et une image qui montre bien à quel point les États-Unis sont véritablement hors normes. Dans les années 20, les États-Unis absorbaient la moitié de la consommation mondiale d'énergie. Ça montre assez bien à quel point les États-Unis jouent un rôle majeur sur l'échiquier. Et d'autre part, c'est le début de la mécanisation. Alors, grâce à cette mécanisation, le rendement des ouvriers augmente. Et d'ailleurs, l'industrie de l'auto, qui l'emploie beaucoup, cette mécanisation, donc l'industrie de l'auto représente environ 7% de la main-d'œuvre du pays et elle consomme 15% de la production de l'acier. Alors, c'est dire à quel point l'industrie automobile est le fer de lance de l'économie du pays. Et de ce fait,
les voitures deviennent de plus en plus accessibles. En 1929, comme je l'ai dit, 20% de la population américaine possède une voiture. Alors, la voiture devient progressivement une nécessité en Amérique et elle va bouleverser les habitudes, elle va changer le style de vie. D'abord, l'automobile qui est de plus en plus accessible encourage le goût du tourisme, de la détente, de l'évasion. Alors, avec le temps, tout finit par être organisé en fonction de l'automobile. Alors, le réseau routier, les maisons de banlieue, parce qu'il devient désormais possible de travailler en ville tout en habitant loin de la ville. On peut se déplacer rapidement grâce à l'automobile. Alors donc, la banlieue se développe et d'autre part, les centres commerciaux apparaissent. Hein? Donc, ces centres commerciaux où est-ce que les voitures peuvent se réunir pour aller magasiner auprès de plusieurs magasins. Alors donc, les États-Unis sont en passe de devenir une civilisation de l'automobile. Alors, l'automobile, d'ailleurs, définit le statut social. Plus votre automobile est grosse, spacieuse et luxueuse, plus ça montre votre niveau de richesse, votre place dans la société. Donc, se développe à cette époque-là l'American Way of Life, donc une époque de consommation assise, entre autres, sur l'automobile. Mais les années 20, c'est aussi l'ère de la communication de masse à travers les journaux, à travers la radio, à travers le cinéma. Alors, avec les progrès techniques qui se développent par rapport à l'impression des journaux, des revues, on assiste à l'apparition des tabloïds, des revues, des magazines illustrés. Hein, c'est l'époque de l'apparition du New York Daily News, du Time Magazine, du Reader's Digest. Alors donc, la communication par les journaux augmente de façon significative. Et d'autre part, en 1920, on assiste à la première émission de radio à Pittsburgh. Et en 1926, on assiste à la fondation de NBC. En 1927, c'est CBS. Alors, ces nouvelles radios apparaissent et elles sont financées par la publicité, qui va donc atteindre des nouveaux sommets à partir de cette époque-là. Et qu'entend-on à la radio de cette époque-là? Bien, évidemment, beaucoup de musique, la radio joue de la musique, et de ce fait, on assiste à un essor inouï de l'industrie du disque, notamment pour la musique américaine. Alors, ce sont là les belles années du jazz. Et d'autre part, ce média n'est pas perdu pour tout le monde, au contraire, les politiciens eux aussi commencent à utiliser la radio, notamment Roosevelt, qui en fera un excellent usage pour sa propre promotion. Mais les années 20, c'est aussi des grandes années pour le cinéma. Alors, à la fin de la guerre, les États-Unis sont les plus grands producteurs de cinéma. Alors qu'en Allemagne, en 1928, l'Allemagne a produit 200 films, l'URSS 140, la France en a produit 90, les États-Unis, lors de la même année, produisent 850 films. Ça montre assez bien la domination du cinéma américain dès cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est dans les années 20, en 1927 plus particulièrement, qu'on va assister à l'apparition du premier film sonore, le fameux chanteur de jazz, et c'est donc le début des comédies musicales. Et avec tout ça, commence aussi le Star System. Le Star System qui est alimenté par les revues, par la radio. Alors donc, ce sont les belles années de Greta Garbo, de Clark Gable, de Rudolph Valentino, qui dansait comme pas un, Charlie Chaplin évidemment, Buster Keaton, et j'en passe. Alors donc, ce sont des années où est-ce que the sky has no limit, comme on dit en anglais. Alors donc, l'Amérique semble être promue à un bel avenir. Pourtant, cette prospérité incroyable des années 20 dissimule en fait des problèmes profonds dans le pays. Et bientôt planera au-dessus de l'Amérique l'ombre de la crise de 1929. Ainsi donc, à la toute fin des années 20, en 1929, une crise sans précédent va se manifester. Alors, il serait bon de connaître les causes exactes de cette crise sans précédent. Alors, la crise des années 30, qui commence en 1929, va être causée en partie par une spéculation boursière excessive. C'est que durant les années 20, la production augmente de façon considérable et évidemment, les actions des différentes compagnies, des différentes industries montent
monte très rapidement. Alors, à cette époque-là, tout le monde cherche à faire du profit en achetant, souvent à crédit, et en vendant des actions. Donc, tout le monde entre dans la course, on achète, on joue à la bourse, comme on dit, et beaucoup de gens vont être imprudents au point d'emprunter de l'argent pour investir dans la bourse. Or, cette folle activité boursière cache une crise de la production. C'est qu'en Amérique, la capacité de production a augmenté beaucoup plus rapidement que la capacité de consommer. Alors, autrement dit, c'est qu'on produit trop par rapport à ce que les Américains peuvent consommer. Et de ce fait, la demande ne suit plus l'offre. Et en conséquence, c'est que de plus en plus d'industries n'arrivent plus à vendre les produits qu'ils ont fabriqués. Et de ce fait, ils sont obligés de diminuer leur production, de mettre à pied une partie de leur main-d'œuvre. Et par la même occasion, leurs actions à la bourse va baisser. Et en conséquence, il y a de plus en plus d'actionnaires qui veulent vendre au plus vite. Alors, quand généralement il y a plusieurs personnes qui veulent vendre en même temps un même produit, ici des actions à la bourse, ben ça a un effet sur les prix qui ont tendance à dégringoler. Alors, cela finit par créer une panique. Et le pire va arriver le 24 octobre 1929. Cette journée-là, c'est le crash boursier. 13 millions d'actions sont mises en vente en même temps. Les cours des actions s'effondrent. C'est le fameux jeudi noir. Alors donc, le crash boursier a lieu et cela provoque une véritable réaction en chaîne parce que la crise n'est pas finie là, c'est seulement le début. Alors de la bourse, la crise finit par s'étendre au secteur bancaire. Rappelons-nous que beaucoup d'actionnaires ont emprunté pour jouer à la bourse. Alors ces actionnaires qui sont désormais ruinés ne peuvent plus rembourser aux banques. Alors les banques commencent à manquer de liquidité face à tous ces emprunteurs qui ne peuvent plus rembourser. Alors les banques finissent par être ruinées aussi. Et face à cette crise, les industries sont obligées de baisser leur production, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a de moins en moins, avec toutes ces faillites, il y a de moins en moins de gens qui vont acheter des produits, la consommation baisse, les industries baissent leur production, donc les industries vont licencier leur personnel de façon massive. Et ça va créer beaucoup de chômage. En 1932, il y a désormais 12 millions de chômeurs, ce qui représente à peu près le quart de la population active, alors qu'il n'y avait que 1,5 chômeurs en 1929. C'est dire à quel point le chômage va prendre des proportions inimaginables auparavant. Un bel exemple, ce sont les usines Ford. Alors, les usines Ford, qui représentaient le fer de lance de l'économie américaine, comptaient 128 000 salariés en 1928, alors qu'ils n'en ont plus que 35 000 en 1932. Et d'autre part, le marasme atteint les campagnes. Les paysans ne peuvent plus payer leurs dettes avec tous les problèmes que cela occasionne. Alors, ils sont souvent expulsés de leurs terres. Et ce n'est pas tout. C'est que la crise qui commence aux États-Unis finit par s'étendre dans le monde entier. Alors, rappelons-nous que dans les années 20, les Américains sont les créanciers du reste du monde. Alors, les banques américaines avaient prêté massivement aux entreprises et aux banques européennes, notamment. Or, les banques américaines sont désormais dans le trouble, dans la difficulté, dans la misère. Alors, les banques américaines, pour s'en sortir, vont rapatrier leurs capitaux qu'elles ont prêtés à l'étranger. Alors donc, les banques américaines rapatrient leurs capitaux à l'étranger, notamment en Europe, ce qui va entraîner des faillites. Des faillites d'abord en Europe centrale, où les Américains avaient beaucoup prêté, mais ensuite en Allemagne, en Angleterre et en France. Alors, on assiste à des faillites un peu partout, donc en Europe, et ça va avoir un effet d'entraînement sur l'économie américaine. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on achète beaucoup de produits américains, normalement. Or, avec toutes ces faillites, avec la baisse de l'économie en Europe, on achète de moins en moins de produits américains, ce qui a un impact, évidemment, sur l'industrie américaine. Alors, des deux côtés de l'Atlantique, on réduit les échanges commerciaux. Les Américains achètent de moins en moins de produits européens et les Européens achètent de moins en moins de produits américains. Alors, de ce fait, la crise devient véritablement mondiale. Presque tous les pays souffrent de la crise des années 30. Il y a un seul pays
qui va être épargné grâce à son économie planifiée, il s'agit de l'URSS. Alors, justement, le dirigeant de l'époque, Staline, va profiter de l'occasion pour voir tout cela comme une preuve de l'échec du capitalisme. Alors donc, les communistes ont beau jeu de dénoncer les limites du capitalisme. Alors, ce sont des heures tristes, des heures extrêmement difficiles pour le capitalisme américain. J'ai dit tout à l'heure que les années 20, c'était les belles années du régime républicain. Donc, ce sont les républicains qui sont au pouvoir durant cette décennie. Or, justement, la crise éclate sous la présidence du républicain Hoover, le président américain, qui, à cette occasion-là, ne prend aucune mesure importante, croyant au laisser-faire du libéralisme. Alors, le président Hoover va devenir vite très impopulaire. Et donc, on lui en veut beaucoup au sein de la population parce que le laisser-faire aura des effets néfastes sur l'ensemble de la population. Alors, et en son honneur, les bidonvilles qui sont créés à cette occasion-là vont être appelés les Hoovervilles. Alors, il n'est pas étonnant, dans un contexte semblable, de voir le président, les républicains perdre les élections suivantes. Alors, en novembre 1932, l'Amérique élit un président démocrate qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Alors, Roosevelt va baser sa plateforme électorale et les débuts de sa présidence sur ce qu'il va appeler un New Deal. Donc, il propose un New Deal, ce qui, en fait, to deal, en anglais, ça veut dire distribuer. Alors, comme lorsqu'on distribue les cartes lors d'une partie de cartes, justement. Alors, donc, il propose un New Deal, une nouvelle donne, c'est-à-dire, dans ces mots, une nouvelle distribution des richesses. Pour ce faire, pour planifier tout ça, il s'entoure d'une équipe de jeunes intellectuels, des techniciens, des économistes qu'on va appeler le Brain Trust. Et lui-même s'inspire de la théorie d'un économiste en vogue à l'époque, un économiste britannique du nom de Keynes. Et quelle est la théorie keynésienne? C'est que on croit, selon cette théorie, à la relance de l'économie par la consommation. Si on augmente les salaires, si on augmente l'aide de l'État pour les industries, si on crée des grands travaux pour créer des emplois, etc., à ce moment-là, on peut relancer l'économie. Alors, l'État, sous Roosevelt, va prendre le pari d'un déficit temporaire de son budget qui sera comblé, selon lui, ensuite par les rentrées d'impôts avec la remontée de l'économie. Et donc, à la différence de la théorie libérale, Keynes, celui qui inspire cette politique à Roosevelt, Keynes croit à une intervention de l'État dans l'économie. Alors pour lui, la crise est due à une mauvaise répartition des richesses et donc il faut redistribuer cette richesse, donc to deal. Et comment on redistribue cette richesse? En réamorçant la pompe, donc en faisant des grands travaux, en créant des emplois et ainsi en faisant baisser le chômage et en stimulant la production. Il faut comprendre, il faut se mettre dans le contexte de l'époque pour bien voir à quel point cette théorie et cette façon de voir étaient radicalement différentes de ce qu'on pratiquait auparavant. Alors, auparavant, avant Roosevelt, le rôle des États, c'était une gestion, disons, très légère de l'économie et on évitait absolument tout déficit. Alors, c'était le devoir des gouvernements d'éviter le déficit. Alors, c'était l'ancienne mentalité. Mais avec Roosevelt, on arrive à une nouvelle façon de penser, donc on n'a plus peur des déficits. L'idée étant d'aider l'économie, du moins on se met dans une position de déficit temporaire pour réanimer l'économie et éventuellement, l'idée, c'est qu'une fois que l'économie reprend, on cesse le déficit et on bénéficie des rentrées d'impôts qui correspondent à cette remontée de l'économie. Donc, c'est une façon de voir tout à fait nouvelle que celle de Roosevelt à cette époque-là. Alors, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, Roosevelt fait face à une situation totalement catastrophique. Alors, il va prendre à cette occasion-là des mesures radicales. Il va notamment procéder à une vérification de la gestion des banques qui avait été laissée à elle-même pendant trop longtemps. Il va faire de même par rapport aux spéculateurs qui vont être davantage surveillés. Il va procéder à une réquisition de l'or.
Et en janvier 1934, il va procéder à une dévaluation du dollar, une dévaluation drastique de 41%. Donc, le dollar vaut 41% de moins qu'auparavant, le dollar américain. Alors, pourquoi on procède à cette dévaluation? Quels sont les buts? C'est que les dettes en dollars américains seront ainsi allégées. Alors, les dettes pour la plus grande partie des gens de la population, ces dettes-là vont être allégées d'autant. Et d'autre part, les salaires vont être revalorisés. Ça coûte moins cher aux entreprises d'augmenter les salaires si le dollar est dévalué. Et d'autre part, la faiblesse du dollar américain va favoriser les exportations. Et donc, on va acheter davantage de produits américains en Europe et ailleurs dans le monde. Alors donc, le but de cette dévaluation est d'aider l'économie finalement. Et contre le chômage, Roosevelt va créer des camps de travail pour des jeunes chômeurs. Alors donc, ces jeunes chômeurs vont être employés pour faire des travaux de reboisement, de bonification des sols, etc. On sait que durant les périodes économiques, la situation est plus difficile encore pour les jeunes travailleurs qui ont encore assez peu d'expérience, qui ont du mal à se faire embaucher. Alors c'est une façon de donner un coup de pouce aux jeunes à cette occasion-là. Et surtout, il va lancer des grands travaux, c'est-à-dire des constructions de routes, des constructions de voies ferrées, de logements, d'écoles, etc. Donc, des projets communs pour l'ensemble de la population et qui vont avoir comme effet de créer des emplois, donc davantage pour diminuer le chômage et relancer par la même occasion la consommation. D'autre part, il y a le problème de l'agriculture qu'il va soutenir par des prêts à faible intérêt aux fermiers. D'autre part, il va aussi indemniser les fermiers pour qu'ils puissent baisser leurs prix, parce qu'évidemment, dans cette période-là, les prix du blé et d'autres denrées avaient tendance à augmenter. Alors, en faisant baisser les prix, en les indemnisant, en indemnisant les fermiers, eh bien, cela va profiter à toute la population. Et d'autre part, pour vraiment remonter les salaires de la population et faciliter la consommation, il encourage les entreprises à accorder de meilleures conditions de travail à leurs employés. Donc, moins d'heures de travail, des meilleurs salaires, tout ça pour faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui aient un salaire, ce qui aide l'économie en général. Alors, les premiers effets du New Deal seront positifs. Alors, on assiste dans la foulée de tout ça à une augmentation des prix et des salaires, une reprise de la production et donc cette production revient à son niveau d'avant la crise. Et par le fait même, on assiste à une baisse du chômage. L'ennui, c'est que cette reprise ne durera pas. La misère est toujours présente dans les campagnes et éventuellement, dans les années 37-38, la production industrielle finit par s'essouffler et le chômage reprend. Et donc, on se rend compte avec le temps que le New Deal ne suffisait plus à faire redémarrer l'économie. Alors si à partir de 1938-1939, l'économie reprend, c'est moins à cause du New Deal que en raison de la construction, de la fabrication et la vente d'armes. Alors, les tensions internationales sont de plus en plus vives à cette époque-là. On est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale et ça va avoir tendance à stimuler la production. Alors, dans les faits, malgré les effets positifs qu'auront le New Deal, l'élément qui va vraiment sortir les États-Unis de la crise, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quel bilan du New Deal peut-on dresser à cette occasion-là? Bien, le New Deal va voir l'intervention de l'État dans l'économie, quelque chose qui est totalement nouveau à cette époque-là et qui est encore appliqué de nos jours. Alors, on parle d'État-providence, le welfare state. Alors ça, c'est une étape importante dans l'histoire des États-Unis qui servira ensuite de modèle à d'autres pays, parce que bien d'autres pays, la France, l'Angleterre, le Canada, suivront l'exemple des États-Unis dans la construction de l'État-providence. Et d'autre part, au niveau du bilan économique, on peut dire que le bilan du New Deal est relativement nuancé parce que oui, le New Deal a donné des sérieux coups de pouce à l'économie américaine, mais cette économie ne reprendra véritablement que grâce à l'industrie de l'armement, donc dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, au niveau du bilan politique, ce bilan politique sera très positif pour Roosevelt parce qu'il sera réélu en 1936, en 1940 et en 1944.